Europe 1. Wilfried de Villers. À 19h02 sur Europe 1, en plateau, nous sommes toujours avec Emmanuel Voguet, communicant politique, Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne, et Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Dans un peu moins d'une heure, désormais, les derniers bureaux de vote dans les grandes agglomérations fermeront leurs portes. Les autres ont fermé à 18h. On va revenir sur cette participation historique des Français, 59,39%, il faut être précis, à 17h. Arnaud Benedetti, est-ce que ça veut dire que les Français se sentent bien plus concernés par les enjeux de ce scrutin que lors des précédentes législatives? Oui, parce que si vous voulez, la différence par rapport notamment aux 2 ou 3 dernières élections législatives auxquelles les Français ont été confrontés, c'est que c'était des élections qui arrivaient après l'élection présidentielle. C'était en d'autres termes des élections qui opéraient comme des élections de confirmation de l'élection présidentielle. Là, on est véritablement dans un schéma qui est tout à fait différent, puisque la bataille qui s'est engagée depuis la dissolution à laquelle a procédé le président de la République, c'est la bataille pour Matignon. C'est la bataille pour diriger le gouvernement. Donc, en effet, l'enjeu, quelque part, est beaucoup plus mobilisateur qu'il ne l'est lors d'une élection législative qui intervient juste après l'élection présidentielle. Si vous voulez, on se retrouve dans le schéma anti-réforme constitutionnelle du quinquennat et de l'inversion du calendrier électoral. On se retrouve donc avant les années 2000. Donc on sait que ces élections en général, où il y a une possibilité de cohabitation, sont des élections qui mobilisent. Elles ont mobilisé en 86, elles ont mobilisé également en 93, où il y avait une participation qui était aussi assez importante, et elles ont évidemment mobilisé également en 97, et là on voit à nouveau que cette élection, ce type d'élection, mobilise fortement les électeurs. Et Emmanuel Voguet, cette décorrélation entre la présidentielle et les législatives, elle était aussi demandée par certaines personnalités politiques, par certains camps. Ah oui, elle est demandée par certains camps, elle est surtout demandée par ceux qui estiment qu'ils ont peu de chance de gagner l'élection présidentielle. Tout a été fait pour que ce scénario n'arrive pas. Et encore une fois, cette réforme qui a été tant décriée du passage du quinquennat au septennat était justement fait et expliqué à l'époque pour éviter tout scénario de cohabitation. Et là, on risque d'être dans un scénario encore plus compliqué qu'un scénario de cohabitation, parce que, encore une fois, on le redit, s'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée, on rentre dans une période totalement inédite, où personne n'est capable de savoir ce qui va se passer, et où toutes les alliances, y compris celles qui sont fondamentalement contre nature, seront possibles. Mais Louis Dragnel, est-ce que ça veut dire que finalement cette corrélation entre présidentielle et législative, elle permettait aussi une certaine stabilité de notre système politique? Ah bien sûr, et c'était conçu pour. L'idée, c'était de permettre au président qui venait d'être élu ou à la présidente ensuite d'avoir une majorité absolue. Et donc pouvoir avoir la possibilité de mettre en œuvre son projet politique très rapidement. C'était ça vraiment l'idée de vraiment mettre à peu près au même moment la présidentielle et les élections législatives. Et c'est vrai que du coup là maintenant on est dans un système qui est déréglé. Alors le système est prévu aussi pour être déréglé, c'est-à-dire que la dissolution est une arme, c'est l'arme atomique en fait à la disposition du président de la République. Emmanuel Macron a décidé de l'actionner. On ne sait toujours pas très bien pourquoi, d'un point de vue politique. Sans doute on comprendra dans les prochains mois, les prochaines années. Même l'entourage très proche d'Emmanuel Macron a encore du mal à comprendre pourquoi il a décidé d'appuyer sur le bouton nucléaire. Toujours est-il que la configuration maintenant, voilà, c'est celle-là. Emmanuel Macron, voilà, en appuyant sur le bouton, a décidé de tout dérégler, de renvoyer chaque camp aussi dans ses cordes. C'est-à-dire que ça a contraint chaque parti à revoir sa stratégie pour l'élection présidentielle, pour les prochaines échéances électorales. De ce point de vue-là, c'est plutôt réussi. Ça a aussi mis en difficulté Édouard Philippe, ça a aussi mis en difficulté François Bayrou. Regardez Laurent Wauquiez, n'avait pas du tout prévu de se présenter à l'élection législative. Eh bien, boum, le voilà candidat aux élections législatives. François Hollande également s'est présenté. Là, pour le coup, on s'y attendait pas du tout. C'est la confirmation d'une seule chose, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que si et seulement si Laurent Wauquiez et François Hollande sont élus, la prochaine campagne présidentielle se jouera pour la première fois depuis l'histoire de la Ve République dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle.
Ça, pour le coup, c'était quelque chose qu'on voyait plutôt sous la 4ème République. La 5ème République, normalement, les candidats à la présidentielle convainquaient les Français sur le terrain. Là, ça va se jouer dans l'arène du Palais Bourbon et c'est ça qui va être intéressant. Arnaud Benedetti, je vais vous donner la parole dans quelques minutes. Priorité au direct. On va retrouver Alexandre Chauveau au QG du Rassemblement National à Paris, au pavillon Wagram dans le 17e arrondissement. Bonjour Alexandre. Bonsoir, bonjour Wilfried. Bonjour Quelle ambiance au QG du RN ? Écoutez, on attend l'arrivée de Jordan Bardella qui doit prononcer un discours tout à l'heure aux alentours de 20h30, nous dit-on, une fois seulement que Marine Le Pen aura pris la parole depuis Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Jordan Bardella a voté à 10h chez lui à Garches dans les Hauts-de-Seine. Il a ensuite passé la journée chez lui en famille, a travaillé sans doute son discours qu'il faudra évidemment affiner en fonction des premières estimations qui ne seront connues qu'à 20h. Et puis cette information qu'on peut vous donner, le président du Rassemblement National réunit en ce moment même les cadre du parti par visioconférence pour fixer la ligne et alimenter les porte-paroles en éléments de langage. Soirée électorale assez sobre ici ce soir. Il n'y a ni cadre ni militants puisque tous sont en circonscription auprès des fédérations locales et des militants pour prendre connaissance des premières remontées de bureaux de vote, estimation attendue dans moins d'une heure maintenant. Merci Alexandre Chauveau en direct du QG du Rassemblement National à Paris, pavillon Wagram dans le 17e arrondissement. Il est 19h09 sur Europe 1. Arnaud Benedetti, Louis Dragnel parlait d'une bataille pour la prochaine présidentielle 2027 qui pourrait se jouer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est un scénario qui pourrait se c'était, si vous voulez, le scénario de la 3e et de la 4e République pour une raison qui était simple, c'est que de toute façon le président de la République n'était pas élu au suffrage universel direct. Il était élu par un corps électoral, un corps de grands électeurs, les députés, les sénateurs, les maires, etc., etc. Non, mais si vous voulez, la réalité, c'est que, oui, en effet, le Parlement va avoir un rôle essentiel, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on assiste, c'est classique dans les phénomènes de cohabitation, on assiste à une reparlementarisation du régime. Et là, c'est quand même quelque chose auquel on va vraisemblablement être soumis dans les semaines qui viennent en fonction du résultat. Mais vous savez, la difficulté, c'est qu'une constitution, elle peut faire pratiquement tout ce que l'on souhaite. Mais il faut aussi qu'elle tienne compte des rapports de force politiques. Et ce que finalement, peut-être, les pères de la Constitution n'avaient pas prévu, c'est l'évolution des rapports de force politiques à 60 ans, 70 ans. C'est évident que ça ne peut que bouger. En l'occurrence, si vous voulez, la Constitution de la Ve République, elle était faite pour qu'il y ait des affrontements de blocs. Bloc contre bloc. C'est-à-dire la droite, la gauche. Et ça a fonctionné, j'allais dire, de manière tout à fait optimale durant des décennies et des décennies. Là, la nouveauté, et c'est la crise du politique que nous traversons, c'est que vous voyez bien que nous avons un champ politique. Certes, il y a des blocs, mais il y a des blocs et puis il y a aussi, je veux dire, d'autres forces politiques autour de ces blocs. Un bloc morcelé, un champ politique morcelé. On a un champ politique qui est beaucoup plus morcelé. Et ça, c'est une vraie difficulté à mon sens, et c'est ce qui change en effet, quelque part, même la pratique institutionnelle à laquelle vont devoir finalement réfléchir et penser ceux qui seront en charge de diriger les affaires de la France dans les mois qui viennent. Mais ça veut dire que sans majorité claire, parce que vous nous parlez de la 4e République, on parle de la 5e, est-ce que ça pourrait rimer, cette crise politique, si elle advient, si elle arrive, avec une fin de la 5e République telle qu'on la connaît, ou c'est un scénario complètement inenvisageable ? Non, moi je n'y crois pas une seconde. Ouais, bonne question, mais non. La 5e République, elle est solide. Non, mais la 5e République a été faite pour pouvoir supporter ce genre de choses. C'est très très solide. Tout a été pensé. D'abord, n'oublions pas que on est là à quelques heures de la fin du premier tour et qu'il peut encore se passer pas mal de choses. On fait beaucoup de politique fiction ce soir. On fait pas mal de politique fiction. La seule chose qu'on peut dire à ce stade, je pense, c'est que si le président de la République ne réussit pas son pari avec cette dissolution, je crois que l'histoire se répète et montrera, et espérons-le pour le suivant, que la dissolution ne ramène pas une majorité à celui qui en prend l'initiative. Ça, c'est une certitude aujourd'hui. Arnaud Benedetti, comment vous expliquez-vous ce pari un peu fou du président ? Parce que Louis Dragnel l'évoquait rapidement, il disait qu'on pourrait jamais vraiment comprendre pourquoi il a décidé de cette dissolution. Qu'est-ce que c'est, vous, votre analyse là, sur ce sujet ? Alors, le problème, c'est pas la dissolution, c'est, si vous voulez, le choix du calendrier et de l'agenda qu'il retient pour dissoudre
en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est déréglé, j'allais dire, dans la façon dont le président de la République gère les affaires. D'abord, je pense qu'il y a un enchaînement d'événements qui ont conduit à cette situation. Premier événement, je vais y revenir un peu à l'histoire parlementaire récente. Vous avez la motion de rejet du texte sur l'immigration qui fait prendre conscience soudainement au président de la République qu'il n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un premier point, parce qu'il avait fait comme si, en 2022, il disposait d'une majorité. C'était pas le cas. Ensuite, il y a le changement de Premier ministre qui répond d'une certaine manière à cette mise en minorité du gouvernement sur le texte de l'immigration. Ce changement de Premier ministre, il s'en sert véritablement pour faire barrage à Jordan Bardella, pensant qu'en nommant un Premier ministre jeune, il va contenir le vote Bardella. Ça ne marche pas. Eh ben la troisième étape, c'est la dissolution, parce que finalement la carte du Premier ministre qu'il a utilisée à mon avis de manière trop précoce et qu'il aurait pu utiliser au mois de juin, eh ben elle ne fonctionne plus. Donc il décide de dissoudre, mais il décide de dissoudre dans un calendrier qui est complètement fou, c'est-à-dire un calendrier en plus avec les Jeux Olympiques, avec des forces politiques qui sont pas prêtes dans sa majorité pour affronter le scrutin, et donc on se retrouve dans cette situation assez paradoxale. On va parler justement de ce calendrier des 3 dernières semaines. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 pour encore un gros quart d'heure avant l'émission spéciale Europe 1 CNews pour ce premier tour des élections législatives pilotées par Laurence Ferrari et Pierre de Villeneuve. Tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Wilfried de Villers. À 19h17 sur Europe 1, on va partir en direction de l'Elysée où on retrouve Jacques Serret. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Le président a réuni en ce moment les différents cadres des partis de la majorité présidentielle, notamment il est avec Gabriel Attal, réunion en ce moment même. Exactement, Wilfried. Réunion ici au Palais de l'Élysée. Le président réunit les chefs des partis du camp présidentiel. Alors il y a Stéphane Séjourné, le secrétaire général du parti Renaissance. Il y a François Bayrou, le patron du Modem. Il y a Laurent Hénard, le président du parti radical. Et puis également Hervé Marseille à la tête de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. Et Édouard Philippe, le président d'Horizon, suit lui cette réunion à distance depuis sa ville du Havre. Également dans cette réunion, le Premier ministre Gabriel Attal. Gabriel Attal qui doit se rendre dans la soirée au QG de Renaissance, le parti du camp présidentiel, pour s'exprimer après l'annonce des résultats. En revanche, pas d'allocution d'annoncer d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui lui réunira les membres du gouvernement demain à midi ici à l'Élysée. Jacques Serret en direct de l'Élysée. Louis Dragnel, donc on a entendu Jacques Serret, le président a rassemblé un peu les cadres des partis de la majorité. Il en est de même au Rassemblement National. Jordan Bardella, lui, réunit les cadres aussi du Rassemblement National. Qu'est-ce qu'on se dit à 40 minutes des premiers résultats des législatives? Qu'est-ce que les chefs de parti peuvent dire, disons, dans ces réunions-là? C'est des consignes? De quoi on parle? Alors, la première chose, à cette heure-là, tous les états-majors de campagne connaissent le résultat qui va être annoncé à peu de choses près, à 20h, comme nous tous d'ailleurs autour de ce plateau, même si on ne peut pas en parler. Et donc, les premières manœuvres commencent, les premières réflexions commencent. Quelle est la lecture du scrutin? Quel est le message qui doit être aussi donné, répété partout dans les médias? Quelle est la tonalité? Vous savez, à chaque fois, c'est la question qu'ils se posent tous les partis politiques. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on appelle à faire pour nos électeurs? Quel est le message? Quel est l'enseignement qu'on retient du résultat qu'on connaîtra dans les prochaines minutes? Et puis commence dans toutes les familles politiques, dans tous les groupes en tout cas, vous savez, le nouveau Front Populaire, il y a 4 partis. Au sein de la majorité sortante, il y a il y a Renaissance, le parti présidentiel, Horizon, le parti d'Édouard Philippe, il y a le Modem, il y a des plus petits partis aussi. Du côté de RN-LR, il y a RN et LR, il y a aussi les Républicains tout seuls, mais qui sont alliés avec des plus petites formations. Et donc commence en fait, c'est la question des combinaisons qu'on évoquait tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on fait dans telle circonscription? Est-ce qu'on se retire? Est-ce qu'au contraire on tente le tout pour le tout? Et puis entre partis politiques aussi, les gens s'appellent. Alors ça peut paraître complètement lunaire pour beaucoup de gens, mais il y a des négociations qui se passent entre appareils politiques avec des gens qu'on peut imaginer ennemis publiquement et sur les plateaux de télévision. Parfois en coulisses, il y a aussi des tractations parallèles qui sont conduites. Donc voilà tout ce qui est en train de se passer en ce moment dans tous les états-majors. Ça c'est un point commun à tous les états-majors. Élysée, Nouveau Front Populaire, Rassemblement National,
ça mouline dans tous les sens, avec à chaque fois le même logiciel. C'est que fait-on pour le second tour? Où est-ce qu'on se désiste? Où est-ce qu'on se maintient? Quel message on envoie à nos électeurs? Quel message on envoie aux Français? Dans quelques minutes. Arnaud Benedetti, c'est aussi que tout va aller très vite là d'ici, dès l'annonce des résultats, tout va très vite s'enchaîner et les 48 heures, les prochaines 48 heures sont cruciales. Elles vont être cruciales parce que comme vous le savez, les candidats doivent déposer leur candidature en préfecture à 18h ce mardi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas 48 heures pour aujourd'hui prendre des dispositions dans les états-majors. Alors les états-majors vont peut-être donner des consignes, certainement, mais il y a deux problèmes. D'abord, est-ce que les consignes vont être suivies par les candidats sur le terrain? Vous savez, si imaginons qu'on ait 200 ou 250 triangulaires, ça m'étonnerait que les consignes soient suivies à l'unité près dans toutes les circonscriptions. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que des candidats ne voudraient pas se désister. Il y a des candidats qui peuvent considérer qu'ils sont arrivés troisième et qui peuvent se maintenir et qui peuvent considérer que de toute façon ils sont mieux placés que celui qui les précède immédiatement pour être candidat. Et puis vous avez parfois des situations locales qui peuvent aussi venir altérer quelque part les consignes qui sont donnés par les états-majors. Ça, c'est le premier problème. Il faut rappeler que les législatives, c'est une élection très locale. Et oui, donc, c'est une élection locale, mais on peut penser qu'il y a aussi quand même des tendances et des dynamiques nationales au vu de ce qu'on sait de l'histoire des législatives. Mais il y a cet aspect, oui, vous avez raison, le paramètre local est important à prendre en compte. La notoriété des candidats, leur implantation, parfois des enjeux locaux aussi qui peuvent intervenir. Mais ça, c'est un premier point. Mais le troisième point, c'est surtout de savoir si les électeurs vont suivre les consignes de vote des états-majors. Or, quand même, ce que l'on peut voir depuis maintenant un certain nombre de temps, voire un certain nombre d'années, c'est que finalement, les segments électoraux, les opinions publiques deviennent de plus en plus autonomes par rapport aux consignes qui peuvent venir verticalement des états-majors parisiens. Donc, si vous voulez, c'est un jeu très incertain qui va s'ouvrir dans une frénésie certainement à nul autre pareil dans toutes les élections législatives que nous avons connues depuis 25 ans, voire depuis 30 ans. Et on va avoir certainement des surprises parce qu'il y a des candidats qui diront moi je veux bien. Il y a des candidats qui diront moi je veux pas faire. Il y aura même des responsables politiques qui diront hors de question, je veux dire, qu'on mêle nos voix avec telle ou telle formation politique. Donc, ça, Emmanuel Voguet, ça voudrait dire qu'en fait, des candidats aux législatives qui sont investis par tel ou tel appareil politique pourraient faire de la résistance. Ça, c'est un scénario qui s'est déjà vu aussi. Bien sûr. Alors moi, je l'ai vécu de l'intérieur, donc je peux vous en parler. Louis a raison. Là, pour l'instant, on réfléchit au récit, aux fameux éléments de langage, ceux que Louis ne supporte pas, parce qu'autrement, il a la même réponse, quelle que soit la personne qui l'interroge. Mais il faut bien quand même aller quelque part. Mais non, c'est plus sérieusement, c'est 577 élections. Les élections législatives. Et il y a certains barons qui feront ce qu'ils ont envie de faire. Le principal enjeu, me semble-t-il, aujourd'hui, dans cette nouvelle configuration, c'est la digue de l'électorat entre les Républicains et le Rassemblement national. Dans les cas de triangulaire où vous aurez un candidat de la gauche qui est arrivé en tête ou deuxième, le candidat RN, le candidat des Républicains qui sont potentiellement maintenus au second tour, qu'est-ce que fait l'électorat? Je ne parle pas encore une fois de l'appareil. L'électorat, si l'électorat républicain franchit la fameuse ligne qu'on pensait infranchissable, alors c'est ça l'enjeu, pour savoir si le Rassemblement national peut ou pas augmenter son score entre le premier et le second tour. L'enjeu, Louis Dragnel, est aussi l'inconnu, parce qu'on ne sait vraiment pas si les électeurs, notamment LR, vont suivre telle ou telle consigne. Alors, on le voit année après année, les électeurs respectent de moins en moins les consignes de vote, quels qu'ils soient. D'accord, que ça touche tout le monde, que ça touche toutes les couleurs politiques. Ensuite, s'agissant de cette élection, dans ce contexte-là, les LR versus ceux qui ont rejoint le Rassemblement national, objectivement, je pense qu'il est trop tôt. On le verra. Je pense que la réponse, en fait, on l'aura dimanche prochain. Là, pour l'instant, on ne sait pas. On ne connaît même pas encore la configuration. Enfin, on la connaît un petit peu, mais on ne peut pas la donner. Donc, réponse dimanche prochain, cher Wilfried. C'est un enjeu monstrueux parce que, souvenez-vous, LR, enfin, à l'époque, le RPR, puis ensuite l'UMP, ont perdu des élections à cause justement de ces triangulaires dans le cadre du maintien d'un candidat du Rassemblement national. Et là, on est à front renversé. C'est est-ce que les LR peuvent ou pas donner au Rassemblement national ce qui leur manquerait pour obtenir une majorité à l'Assemblée. Louis Dragnel, est-ce que pour vous, ces triangulaires, elles présentent un risque en termes politiques? Ça peut présenter un risque pour certains partis, pour certains candidats?
Je peux pas répondre à votre question parce que si j'y réponds de manière honnête, je suis obligé. Ça dévoilera un peu très bien. Tout dépend vraiment de la configuration. Mais en tout cas, on se dirige vers d'importants triangulaires. On va le redire. Il y a une certitude, Wilfried, ce soir, c'est que je pense qu'il y aura autour de 300 triangulaires ou quadrangulaires ce soir. Donc c'est considérable. C'est-à-dire des quadrangulaires, c'est également envisageable. Parce qu'on parle 4 candidats qui font plus de 12,5%. Ça pourrait arriver aussi, c'est envisageable. C'est tout à fait possible, probable même. Je rappelle simplement, je compare avec le chiffre de 2022, seulement 8 triangulaires. Donc on passe du tout au tout. C'est une élection qui dit vraiment quelque chose de très différent de ce qui s'était passé en 2022. Je peux rappeler 2 exemples aussi précédents sur les triangulaires, puisqu'on va parler de ça quand même toute la semaine, cher Wilfried. Il faut bien que nos auditeurs aussi s'ambiancent avec ces triangulaires. Donc 8 triangulaires en 2022, plus de 50 en 2002, plus de 100 en 2007. Voilà, on est dans un record, je pense, quasiment historique de triangulaire et de quadrangulaire. Réponse dans 35 minutes. Et ça, Louis Dragnel, c'est lié aussi ce sera la dernière question d'ailleurs d'Europe 1 Soir Week-end, c'est lié à la forte participation, ces triangulaires. C'est quasiment exclusivement lié à la très forte participation. On rappelle, selon nos estimations, ça on peut le dire, il y a une anticipation, en tout cas de la participation, qui est un tout petit peu en dessous de 70%. C'est-à-dire que 7 électeurs sur 10 se sont rendus dans un bureau de vote pour aller voter. C'est vrai que c'est énorme. Et donc c'est une des conséquences de cette grande participation, cette grande mobilisation. Eh bien, ce sont ces triangulaires qui seront très nombreux ce soir. Merci Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Merci aussi à vous, Emmanuel Voguet et Arnaud Benedetti. Je vous laisse en compagnie de Laurence Ferrari et Pierre de Villeneuve pour la soirée spéciale élection législative, le premier tour.